Carl Schmitt est un juriste né à la fin du 19e siècle, en 1888, à Plettenberg, en Rhénanie-Westphalie, ville dans laquelle il mourra 97 ans plus tard, en laissant derrière lui une œuvre juridique et philosophique considérable. On dit souvent que Schmitt est un penseur politique du droit, ce qui est tout à fait vrai. Néanmoins, il faut quand même toujours conserver à l'esprit que Schmitt était juriste et qu'il pensait, il réfléchissait sur le droit, d'accord, en des termes qui étaient à la fois politiques, anthropologiques, historiques, théologiques, la fameuse théologie politique. Je dirais simplement que Kelsen était le théoricien de la théorie pure du droit. Il considérait que le droit ne devait pas être pollué, entre guillemets, par des considérations extra-juridiques, c'est-à-dire politiques, anthropologiques, sociologiques, psychologiques, etc. Ce qui était tout différent de Carl Schmitt, qui considérait, lui, que le droit avait un substrat essentiellement politique. C'est-à-dire que le droit reposait d'abord sur une décision d'ordre politique. C'est ce qui d'ailleurs fera toute la différence entre Schmitt et Kelsen. Quelque part, Schmitt a résolu l'aporie kelsenienne en fondant le droit sur une décision proprement politique, alors que Kelsen, lui, suspendait le droit à une norme hypothétique dont il avait par ailleurs du mal à déterminer la nature. Le public averti ou les initiés connaissent la première phrase de sa théologie politique, au terme de laquelle est souverain celui qui décide de la situation d'exception. Et finalement, Schmitt considérait que était souverain celui qui parvenait dans un état de chaos constitutionnel ou juridique, parvenait à s'imposer et à imposer une décision qui ne soit pas nécessairement fondée sur l'ordre légal existant. Pour la simple et bonne raison, c'est que cet ordre légal peut être remis en cause par des événements, une guerre ou un trouble quelconque, un trouble politique, ou même un état d'urgence. Et je dirais que cette notion a une certaine résonance actuelle aujourd'hui. Mais Schmitt considérait que était souverain celui qui était capable d'imposer une décision de nature politique, donc c'est-à-dire en s'affranchissant de l'ordre légal, précisément pour conserver, in fine, un ordre légal, qui aujourd'hui serait l'équivalent de notre article 16 dans la Constitution de la Ve République. On doit à Carl Schmitt, je dirais, une grande invention conceptuelle qui est la distinction de l'ami et de l'ennemi. Alors, cette distinction ami-ennemi sert chez lui à déterminer ce qu'il appelle l'existence du politique. Pour lui, le politique a précisément pour finalité de distinguer, de discriminer l'ami de l'ennemi. Attention, l'ennemi n'est pas considéré par Carl Schmitt comme quelqu'un envers lequel on aurait une inimitié personnelle. L'ennemi chez Schmitt est public. C'est un ennemi qui est politique, d'accord? C'est un ennemi avec lequel ou contre lequel la guerre est parfois possible, mais aussi, si la guerre est possible, la paix aussi. Donc la possibilité, d'accord, de faire la paix avec lui. Cette distinction ami-ennemi chez Schmitt a des implications, notamment dans le droit international, puisque Schmitt est nostalgique, avec les guillemets qui s'imposent évidemment, de l'ancien ordre westphalien, dans lequel effectivement les États souverains étaient considérés sur un pied d'égalité. Schmitt considérait que dès lors que les États sont souverains entre eux, ils ont la possibilité évidemment de nouer des relations, mais des relations qui peuvent atteindre aussi un degré paroxystique, celui de la guerre. Et cette guerre, précisément, est une guerre qui contient des règles. On se fait la guerre avec des règles, ce qui donc peut amener à une paix avec des règles. Or, Schmitt pressentait l'avènement d'un nouvel ordre international qui faisait fi de cet ordre westphalien et qui avait tendance à considérer que la guerre était un crime. C'est-à-dire que l'on quittait véritablement
le champ du droit international pour rentrer dans le champ du droit pénal. Ce qui était une révolution copernicienne, au point que finalement l'ennemi qui était digne d'honneur et de considération, eh bien, devenait dans le champ du droit pénal presque le monstre à exclure de l'humanité. Et Schmitt d'ailleurs considérait que qui dit humanité veut tromper, paraphrasant ainsi Proudhon, parce qu'il considérait que l'humanité était un concept proprement impolitique. Ce que Schmitt contestait notamment, c'était que nous étions passés de la guerre entre égaux, entre États, à un retour médiéval, antique, à la notion de guerre juste. Et précisément, dès lors que l'on se réfère à une quelconque justice ou une quelconque éthique dans la guerre, évidemment, on moralise la guerre et pour le coup, tous les excès sont permis puisque finalement, on va partager le monde en deux, entre le camp du bien et le camp du mal. La conception de la guerre telle qu'elle est menée depuis la fin du XXe siècle et en ce début du XXIe, finalement ressemble peut-être sur un plan purement, je dirais, formel à une guerre, mais ressemble surtout matériellement à des actions de police, puisque, in fine, se posera quand même la question de juger l'ennemi que l'on aura vaincu, que l'on aura combattu. Schmitt a adhéré en 1933, et ce pendant 3 ans, a adhéré au Parti national-socialiste des travailleurs allemands, au NSDAP, mais Schmitt n'a jamais été un nazi atavique. Il pensait infléchir, influencer de l'intérieur du régime par la mise en œuvre de ses propres thèses. Alors, Carl Schmitt sera d'ailleurs expulsé sans ménagement du parti nazi, parce que tout simplement les dignitaires du parti considéraient que Schmitt était d'un nazisme trop tiède. Néanmoins, il sera arrêté en 1945, sera d'ailleurs interrogé par les procureurs et magistrats américains, et qui finiront d'ailleurs par le blanchir, puisqu'ils ne parviendront pas à retenir contre lui, la moindre participation à l'entreprise, à la folie criminelle d'Hitler.